Un grand merci, Benoît. Donc, comme Benoît l'a dit, je vais vous parler aujourd'hui de grands défis du droit global et d'un défi en particulier qui est celui de la régulation, de la finance et des banques. Alors, si je parle de sujet dans un cycle de conférences qui est dédié aux grands défis du droit global, c'est que j'estime qu'il s'agit d'un des grands défis du droit global. Peut-être plus qu'un d'autres sujets qui ont été travaillés dans le cadre de ce séminaire, la question de la régulation de la finance et des banques peut paraître un défi global pour vous au vu de l'entourage médiatique qui a suivi la crise financière de 2007-2009. On voit en effet dans les médias que souvent, à toutes ces questions financières et économiques, est associé le mot global. D'ailleurs, ne parle-t-on pas de la crise économique et financière globale? Pourtant, si on y réfléchit, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on qualifie la crise de globale. Et en préparant la séance d'aujourd'hui, je me suis penchée sur la question et je me suis aperçue que finalement, c'était moins évident qu'on pouvait le penser. Pourquoi? Parce que si on réfléchit à la crise au niveau de ses sources, c'est-à-dire des prêts qui ont été octroyés à des personnes pas tellement solvables aux États-Unis, on pourrait qualifier la crise financière de 2007 à 2009 non pas d'une crise globale, mais d'une crise américaine. Et pourtant, on va la caractériser, on va l'appeler de crise globale. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir des effets globaux. Donc, si on regarde le petit schéma ici, on voit que d'un problème aux États-Unis, on va avoir une crise un petit peu partout dans le monde. En d'autres termes, c'est une question de perspective. Perspective des sources, où on pourrait qualifier la crise américaine. Perspective des effets et de l'impact, où on peut parler d'une crise globale. Et encore en d'autres termes, dans un monde aujourd'hui globalisé, un problème local aux États-Unis peut avoir des effets globaux. Alors, s'il y a eu un problème au niveau de la crise économique et financière de 2007 et de 2007-2009, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier. Et donc, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui était à la source, qui est responsable. Et sur le banc des personnes qu'on a vues ou des institutions et établissements qu'on a vus comme responsables, on met souvent les banquiers. Dès lors, mon intervention d'aujourd'hui va vraiment se concentrer sur la question de la régulation du secteur bancaire d'un point de vue global. Et pour ce faire, je vais vous proposer de réfléchir en 3 temps. D'abord, d'aller un petit peu dans l'objet, de savoir ce qu'on régule, de savoir quels sont les problèmes qui peuvent se passer, quels sont les problèmes qu'on rencontre au niveau du secteur bancaire. Dans un deuxième temps, de réfléchir à la question de la globalisation et aux problèmes que ça pose en plus. Et enfin, dans un troisième temps, je vais m'attaquer à des exemples d'instruments normatifs pour réguler la finance globale. Alors, je vous ai dit, dans un premier temps, j'allais m'intéresser à qu'est-ce qu'on régule, quel est l'objet. Et je me pose donc la question, qu'est-ce qu'une banque? Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous dire qu'une banque est un circuit électrique. Il s'agit, la raison pour laquelle j'ai choisi cette illustration-là, c'est pour faire l'analogie entre le rôle de la banque dans le circuit économique et le rôle de la distribution d'énergie pour faire tourner l'économie. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau du circuit financier et au niveau pour faire tourner l'économie, un entrepreneur va avoir besoin de liquidités. Et donc, si la banque ne fonctionne pas et ne sait plus lui prêter de l'argent, on va avoir un problème qui va se transmettre au niveau de l'économie réelle. Du coup, la banque n'est pas seulement une entreprise privée avec des fins de lucre comme on peut l'avoir, mais aussi un but public qui est de transmission des liquidités à l'économie
Et donc, il y a un petit peu une fonction neutre qui explique qu'on a un intérêt à ce que le secteur bancaire, certainement dans un horizon comme l'horizon européen où la banque est très très importante pour le financement de l'économie, qui fonctionne bien. Mais si maintenant j'ai parlé de la perspective publique de la banque c'est aussi un business. Alors, peut-être que la manière la plus facile de l'appréhender, c'est de réfléchir à pourquoi est-ce que vous et moi, nous allons à la banque. Voilà, la première raison pour laquelle on va à la banque, c'est pour y déposer notre argent. On a notre compte en banque, nos comptes courants, nos comptes d'épargne, et on y dépose notre argent et on peut le reprendre à chaque moment. L'autre raison pour laquelle on va à la banque, c'est parce qu'on a besoin d'argent. Donc, on a besoin, dans une autre question, de prêt, on a besoin que la banque nous donne de l'argent pour acheter une maison. Et donc, on se rend compte que finalement, la banque va jouer un rôle d'intermédiaire entre les personnes qui veulent déposer de l'argent, les dépôts, et les personnes qui veulent emprunter de l'argent, les prêts. Alors, si on comprend le bilan très simplifié ici d'une banque, on comprend qu'en fait, de manière inhérente au business plan d'une banque, il y a un risque. Pourquoi ? Parce que les dépôts que vous déposez, l'argent que vous déposez, vous pouvez la retirer à chaque moment. C'est quelque chose qui est très très liquide. Par contre, les prêts, quand on vous prête de l'argent, c'est pour un long terme. C'est donc illiquide. Et donc, dans une certaine mesure, si tous les déposants veulent récupérer leur argent, il va y avoir un problème au niveau de la banque. Et la banque va être en situation d'insolvabilité. Alors, il y a une autre conséquence à ça, c'est que si vous et moi pensons que la banque a des difficultés et qu'on se rue à la banque pour rechercher nos dépôts, l'argent qu'on a sur nos comptes courants, on se rend compte que la banque n'aura pas suffisamment de fonds, de moyens pour nous payer. Et donc le simple fait que tout le monde va se ruer à la banque va la mettre dans une situation d'illiquidité parce qu'elle ne pourra pas avoir l'argent qu'elle a prêté à d'autres dont le terme est plus long. Alors, une autre manière de voir le risque au niveau de l'intermédiation bancaire, c'est de voir que finalement, un autre risque qui peut se poser, c'est que vous qui avez emprunté de l'argent au niveau de vos crédits hypothécaires, vous ne remboursez pas. Et donc, si vous ne remboursez pas, ça pose un problème à la banque parce qu'elle a, elle a obtenu son financement pour vous prêter des déposants. Et donc, ça crée aussi un problème de risque et d'insolvabilité. Alors, à ces risques que je viens d'expliquer, vont s'ajouter d'autres risques provenant de l'évolution du business de la banque dans les 30 dernières années. Alors, dans le modèle que j'ai décrit, où vous déposez votre argent à la banque et la banque prête à d'autres personnes qui ont besoin d'argent, on réfléchit à la question que la banque va garder le prêt, elle va le conserver sur son bilan, comme celui que je montrais. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les 30 dernières années, la banque va vendre les prêts. Elle va les vendre à d'autres banques. Et donc, on n'est plus dans un business où la banque crée le crédit et le conserve, mais on est dans un business où la banque crée le crédit pour le recéder. On appelle ça le originate to distribute model. Donc, le modèle, je crée et je cède. Par ailleurs, on va voir que dans les 30 dernières années, la banque va aussi diversifier ses sources de financement. C'est-à-dire qu'elle ne va pas seulement s'appuyer sur les dépôts que vous et moi déposons à la banque, l'argent que vous et moi avons en compte, mais qu'elle va aussi, pour pouvoir prêter davantage et faire plus d'argent, qu'elle va elle-même emprunter de l'argent à d'autres banques. Et donc, il va y avoir une diversification des financements au sein de la banque. Alors ça crée un autre risque. Pourquoi? Parce que si moi, en tant que banque, mes sources de financement, c'est d'autres banques, si une autre banque ne sait plus me prêter l'argent, j'ai un problème. Et si j'ai un problème, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir vendre mes actifs,
c'est-à-dire les prêts que j'ai octroyés à d'autres personnes. Mais si je veux vendre ça et qu'on est en chaîne parce qu'on s'est tous prêté de l'argent, les actifs, les prêts qu'on veut revendre sur les marchés, ils ne vont pas trouver beaucoup d'acquéreurs et ça veut dire que la banque va devoir vendre ses actifs à perte. Il va y avoir une spirale de diminution de la valeur de ces actifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Comme je le disais, la banque a un rôle pilier au niveau de l'économie. Et donc, on a pensé, d'un point de vue public, qu'on avait besoin de filets de secours. Alors, un premier filet de secours qu'on peut avoir, c'est avoir un prêteur qui continue à prêter quand les autres ne prêtent plus. C'est ce qu'on appelle le prêteur de dernier ressort, un rôle qui est usuellement pris par les banques centrales. Alors, dans le schéma que j'ai expliqué où les banques revendent leurs prêts, revendent leurs actifs, on comprend que ce prêteur de dernier ressort peut devenir un acheteur de dernier ressort. Et quand on parle actuellement des achats par les banques centrales d'actifs, c'est dans cet esprit-là. Alors, d'un autre côté, l'État peut décider qu'on va protéger, vous et moi, les épargnants, en établissant un principe de garantie sur les dépôts de vous et moi, qui nous permettront, si la banque devient insolvable, de quand même toujours avoir notre argent, et cela généralement avec une certaine limite. La troisième possibilité, c'est pour l'autorité publique d'intervenir directement. Et dans le cas où elle voit qu'une de ces banques, qui sont très importantes à son système économique, est en difficulté, d'injecter des fonds publics pour s'assurer que la banque puisse continuer à fonctionner et qu'il n'y ait pas un problème dans son économie. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que si la banque voit que même si elle est en difficulté, eh bien, on vient lui donner de l'argent, elle voit que même si elle est en difficulté, oula, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe, on a un problème au niveau du Wi-Fi apparemment. Voilà. Donc, ce qui se passe? C'est que si vous et moi, on vous dit que vous pouvez faire un business qui est risqué et que si vous ratez, l'État va quand même venir pour injecter des fonds publics. Ben, dans une certaine mesure, on va être tenté de prendre plus de risques que raisonnable parce que les conséquences des risques qu'on a pris pour faire tourner notre business et qui nous apportent de l'argent, on ne doit pas les supporter. C'est supporté par un tiers, à savoir l'État. Alors, le problème devient plus important si l'établissement de crédit est très grand, parce que dans ce cas-là, l'établissement a la conscience que de toute façon, on viendra l'aider. Et c'est la problématique bien connue du « too big to fail ». Alors, un autre phénomène qui va se passer dans les 30 dernières années, c'est que ce problème du « too big to fail » va prendre une dimension globale. Alors qu'on pouvait avoir auparavant des banques qui étaient très très importantes pour l'économie d'un pays et qu'on appelait des banques systémiques, on va avoir dans les 30 dernières années le développement de ce qu'on va appeler les Globally Systemically Important Banks, les banques qui sont systémiques d'un point de vue global. Alors pourquoi est-ce qu'on arrive à ça? Eh bien parce que les banques vont, dans les 30 dernières années, s'établir dans d'autres pays. Ils vont ouvrir des branches, ils vont ouvrir des succursales, ils vont créer des joint ventures, ils vont finalement avoir des structures globales. Mais au surplus, elles vont commencer à avoir des relations les unes à travers les autres. Et donc, le système que j'ai expliqué de revente des actifs entre banques et de prêts interbancaires ne va plus être situé qu'au niveau national, mais va prendre une tournure globale. En d'autres termes, on va avoir un monde bancaire interconnecté. Alors,
dans un monde interconnecté, comme cette image le montre en montrant les réseaux bancaires existants, on va être assez bien liés. Et c'est ce qui s'est passé dans la crise de 2007-2008. On voit qu'en fait, les coûts pour emprunter de l'argent, parce qu'il y a de moins en moins de crédits qui sont disponibles, vont augmenter de manière symétrique aux États-Unis et dans un pays comme la Corée du Sud, qui est, on pourrait penser au départ, pas si lié que ça avec les États-Unis. Alors si on voit tout ce que j'ai expliqué, on peut se poser la question de l'adéquation ou de l'inadéquation du système global, devenu global, interconnecté avec des interdépendances au niveau global, et des systèmes de régulation dont j'ai parlé. Pourquoi? Parce que les régulateurs, donc ceux qui font les règles, qui régulent le système bancaire, sont situés au niveau national. La même chose au niveau des superviseurs. Par ailleurs, les filets de sécurité dont j'ai parlé, c'est-à-dire les systèmes de garantie, le lender of last resort et le public bailout, ça se fait aussi d'un point de vue national. D'ailleurs, on a vu les problèmes que ça a pu poser quand les banques islandaises ont été en difficulté, dans le cas du Icesave dispute. Donc en fait, ce qui s'est passé en Islande, c'est que les banques islandaises ont ouvert des branches au Royaume-Uni et aux Pays-Bas et ont prêté à des déposants du Royaume-Uni et du Pays-Bas. On a vu que les banques islandaises ont après été en difficulté et suite à ces difficultés, l'Islande a décidé de manière unilatérale de n'accorder le bénéfice de sa garantie sur ses dépôts qu'aux déposants islandais, sans l'étendre aux déposants du Royaume-Uni et des Pays-Bas, ce qui a posé un nombre de questions assez importantes parce que c'était contraire aux dispositions légales, européennes de l'époque, l'espace économique européen, et ce qui a conduit à un référendum en Islande parce que ça a posé tellement de difficultés diplomatiques. Par ailleurs, le régime de résolution et de faillite, si une banque est en difficulté, sont tout aussi nationales, ce qui pose problème. On l'a vu avec la faillite de Lehman Brothers, quand une société, une bancaire comme Lehman Brothers, qui était en fait établie dans plus de 80 juridictions et avait plus de 200 succursales, est tombée en faillite au vu du temps que ça a mis, au vu des différences de régime existantes dans ce cas-là. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que si tout est fait au niveau, qu'on a un système global, qu'on a des systèmes de régulation nationale, on peut se poser la question, est-ce que finalement il n'y a pas une adaptation des normes ou des modes de régulation par rapport à ce qu'ils régulent? En d'autres termes, y a-t-il une adaptation du contenant à son contenu? Et c'est un petit peu cela que j'ai envie de vous expliquer dans le reste de la leçon, parce qu'on observe en effet dans ce phénomène de la globalisation l'émergence de normes qui ne répondent pas à ce qu'on conçoit généralement comme étant du droit, ce qu'on conçoit comme appartenant à la théorie des sources par rapport aux lois, par rapport aux règlements, par rapport aux traités internationaux. Et le premier domaine où on observe ce type de phénomène, c'est au niveau de la supervision bancaire et des règles de régulation bancaire, où on voit que face à un monde interconnecté fonctionnement en réseau, les superviseurs vont se mettre ensemble, les superviseurs du secteur bancaire vont se mettre ensemble pour créer des normes qui ne sont en fait pas du droit dans la manière dont on le conçoit généralement. Alors, ces normes partent d'une prise de contact qui a lieu entre les superviseurs
dans la fin du siècle dernier. Et cette prise de contact a lieu d'abord au niveau européen dans ce qu'on va appeler le groupe de contact, qui est un groupe où les superviseurs européens discutent de problèmes de supervision transfrontaliers. Alors, le groupe, on va faire de ce groupe européen un groupe global quand va se poser un problème global qui sera posé par le retrait de la licence de la banque Erste. Donc la banque Erste, c'était une banque allemande qui opérait de manière importante sur le marché d'échange. Et elle y opérait de manière si importante que l'autorité de supervision allemande va lui retirer sa licence de manière unilatérale. Problème, à ce moment-là, les échanges ne se faisaient pas en temps réel. Et donc, les gens qui étaient aux États-Unis ont eu d'énormes pertes parce qu'on a coupé, on a mis fin aux activités d'Erstat en une fois. Et au surplus, puisque Erstat était si actif sur les marchés d'échange, ça a créé une insécurité sur le marché et ça a conduit à de très très grandes fluctuations sur ce marché. Alors, suite à cette faillite de Erstat, les gouverneurs des banques centrales des plus grands pays du monde, donc qui sont partis du G10 à l'époque, vont pousser à créer un groupe de discussion dans lequel on va discuter de la manière dont on va pouvoir coordonner la supervision et la régulation des banques. Alors, dans le cadre de ce groupe de discussion, ce groupe de superviseurs va avoir un premier accord qui ne les concerne a priori qu'elle-même, qui est le concordat, qui vise à distribuer les responsabilités de supervision entre les différentes parties pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou dans la supervision bancaire et pour s'assurer d'une certaine coopération entre les différentes autorités de supervision. Entre-temps, dans les années 80, se déclenche une crise en Amérique latine, une crise souveraine dont Caroline aurait pu bien vous parler hier, enfin vous en a parlé déjà la semaine dernière, et qui va conduire les États-Unis à s'inquiéter un petit peu de la répercussion de cette crise souveraine sur son marché bancaire, et qui va conduire les États-Unis à faire pression pour avoir des règles minimum en matière de capitaux, c'est-à-dire des moyens dont doivent disposer les banques, pour éviter un problème au niveau global. Alors cette pression des États-Unis va en fait porter ses fruits, parce qu'en 88, ces superviseurs s'accordent sur les dits accords de Bâle, qui sont devenus depuis les accords de Bâle 1, puisque depuis on a eu Bâle 2 et Bâle 3. Alors, en 1999, ce superviseur qui est uniquement traité par le marché, qui s'occupe uniquement des questions de régulation du secteur bancaire, va être complété par le Financial Stability Board, qui est une agence qui ne s'occupe pas d'établir des standards comme le comité de Bâle, mais qui permet de réunir et le comité de Bâle, les gens du comité de Bâle, et les autres comités qui existent dans d'autres secteurs financiers, donc le secteur des assurances ou le secteur des marchés et des négociations de titres. Alors si on regarde le comité de Bâle, on se rend compte que c'est un comité qui n'a pas de statut juridique. C'est finalement un comité donc, qui n'a pas de statut juridique, donc qui n'a pas de personnalité juridique, et qui dit de lui-même qu'il n'a pas l'intention, et il n'a jamais eu l'intention, que ses décisions ou conclusions aient une force légale contraignante. Alors,
On peut s'étonner en fait de cet énoncé par le comité de Bâle quand on voit la grande effectivité des décisions et des recommandations du comité de Bâle. En effet, plus de 100 pays disent qu'ils ont implémenté les règles Bâle dans leur législation. Alors au niveau européen, c'est fait via des règlements et des directives. Ça va même plus loin, petite anecdote d'actualité, parce qu'on voit que dans les discussions sur les tax shifts, donc le fait de passer de charges fiscales sur le travail pour les passer sur le capital et autres secteurs, on invoque les accords de Bâle pour justifier le fait qu'on ne va plus accorder un avantage à des capitaux qui sont rendus nécessaires par ces accords internationaux. Alors, très très grande effectivité, et pourtant, ce n'était pas donné dès le départ. Pourquoi? Parce que quand le comité de Bâle a décidé de commencer à prendre, à décider le premier accord de Bâle, il y a eu une levée de boucliers et des superviseurs qui n'étaient pas partis au comité de Bâle qui ont dit finalement pourquoi est-ce que vous décidez d'un standard, pourquoi est-ce que vous essayez de me l'imposer, et ça c'est peut-être plus des questions de légitimité du standard par rapport à ces superviseurs qui n'étaient pas partis au processus de discussion et de négociation du standard. Mais il va aussi y avoir dans les processus d'adoption des accords prudentiels de Bâle une opposition du secteur régulé, des banques qui vont dire mais pourquoi est-ce que vous nous imposez des règles, pourquoi est-ce que vous nous imposez de certaines manières d'évaluer nos risques alors que nous travaillons sur un marché et nous n'avons pas un intérêt à prendre tellement de risques, nous avons nos propres manières d'évaluer nos risques bancaires. Et donc, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que vous nous imposez tout cela. Alors, le comité de Bâle va réussir à aller au-delà de ces problèmes en, d'une part, incorporant des opposants dans son comité, en élargissant la base de ses membres, et d'autre part, en discutant avec les régulés pour leur permettre d'évaluer les risques bancaires et donc le capital qui est nécessaire par rapport aux risques qu'ils prennent sur base de leur propre méthode d'évaluation des risques. Par ailleurs, on va voir que pour que ces standards deviennent effectifs, le comité de Bâle va pouvoir bénéficier de l'appui d'organisations internationales plus classiques, comme le Fonds monétaire international. Alors pourquoi? Parce que ce Fonds monétaire a aussi une certaine fonction de stabilité des systèmes nationaux et va dans ce cadre-là avoir des programmes d'évaluation de la santé financière des pays. Et dans le cadre de l'évaluation des systèmes financiers fait par pays, il va prendre comme critère l'implémentation des standards de Bâle dans les législations nationales. Par ailleurs, on va voir qu'au sein du Concordat, on va tenir comme possibilité pour un établissement étranger de s'établir dans un des pays partie du comité de Bâle, qu'il faudra une certaine adéquation, un certain caractère d'adéquation du capital pour permettre cette implémentation. Critère d'adéquation qui sera lui aussi copié sur les critères de Bâle. Enfin, ces standards de Bâle sont si importants qu'ils vont devenir le standard de référence sur le marché pour que l'établissement A ou B puisse s'assurer du caractère sain financièrement de l'établissement avec qui il travaille. Donc il va y avoir une pression sur les marchés
pour que les autorités de régulation et pour que les gouvernements poussent à l'adoption de ces standards dans leur législation et qui expliquent cette effectivité des standards mis au point par le comité de Bâle. Alors, j'ai parlé pendant une demi-heure de la question de l'effectivité des standards de Bâle. Mais qu'en est-il de l'efficacité? J'ai parlé de la question de est-ce qu'il y a des effets aux régulations, mais est-ce que le but des standards de Bâle, c'est-à-dire d'avoir à la fin un système qui fonctionne bien et qui n'arrive pas à une crise, fonctionne? Et là, on peut remettre l'efficacité en question quand on voit la crise de 2007-2008 et la faillite de la banque Lehman Brothers. Ces problèmes vont conduire à des changements. Et de manière assez intéressante, l'agenda des changements qui a eu lieu suite à la crise va s'intéresser à ces institutions globalement systémiques, à ces banques qui sont globalement systémiques. Alors pourquoi et comment? Et pourquoi? Parce qu'on se rend compte que ça crée plus de problèmes. L'exemple de Lehman Brothers a créé un précédent. Et comment? De trois manières en tout cas. Premièrement, en augmentant les exigences de capital pour ces établissements qui sont dits globalement systémiques. Deuxièmement, en s'assurant du respect des règles de Bâle pour ces établissements systémiques dans des cas de conditions économiques difficiles. C'est la problématique des tests de résistance. Et troisièmement, on va s'intéresser à la résolution et au régime de faillite de ces établissements globalement systémiques, parce qu'on a vu, et on le voit toujours parce que les conflits et les contentieux qui ont suivi la faillite de Lehman sont toujours courants, que en fait, arriver à une faillite ou arriver à liquider les actifs d'établissements financiers tentaculaires comme une banque comme Lehman Brothers, c'est très compliqué, ça pose beaucoup de questions et ça prend beaucoup de temps. On estime qu'il y aura encore 10 ans avant que tous les contentieux soient résolus. Alors, je le disais, une des solutions est finalement de tester la manière dont ces banques vont réussir à toujours rencontrer les exigences du standard de Bâle dans des situations jugées plus difficiles et moins favorables que celles qu'on pourrait estimer. Et ça, c'est l'occasion pour moi d'introduire un nouvel instrument normatif qui est l'instrument des tests de résistance. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un ensemble de techniques qui permettent d'évaluer approximativement la vulnérabilité d'établissements financiers ou d'un système financier face à un climat économique jugé réalisable dans le futur et qui peut avoir des conséquences sur l'établissement de crédit. Par exemple, si on a une banque qui est très active sur le secteur d'octroi de prêts aux particuliers, une hausse du chômage va avoir un effet sur la banque. De même, si on a une banque qui est très active sur le marché des prêts hypothécaires, s'il y a une crise et il y a des fluctuations sur le marché immobilier, eh bien, ça va avoir des effets sur la banque. Alors, rien n'est vraiment neuf sous le soleil parce que les tests de résistance étaient utilisés par d'autres secteurs avant d'être utilisés dans le secteur bancaire.
Ils étaient utilisés, par exemple, dans le secteur de la construction. Donc, quand on décide de vérifier si une digue va réussir à résister à une pression d'eau importante, ou dans le secteur pharmaceutique, pour voir si un médicament va pouvoir résister à des circonstances entourant inhabituelles, type une augmentation de l'humidité ou une augmentation de la température. Alors, l'instrument est d'abord utilisé aux États-Unis en 2009 pour répondre aux problèmes actifs dans le secteur financier. On l'utilise comme l'instrument. Mais après, on voit que cet instrument va aussi être utilisé de manière plus généralisée, puisque aujourd'hui, tous les pays qui sont membres du comité de Bâle utilisent les tests de résistance. Alors, cette utilisation est tellement générale que ça va conduire le comité de Bâle à établir des standards sur la bonne manière d'opérer les tests de résistance en matière de supervision. Et ça va aussi conduire à des exercices de vérification pour s'assurer que les standards ont été bien appliqués dans la pratique des tests de résistance. Alors, comment crée-t-on un test de résistance? Finalement, on peut en parler, mais qu'est-ce qui est à la base de la création d'un test de résistance? Bien, si je dois tester des gens, si je dois me décider de vérifier de la vulnérabilité d'un secteur, la première chose que je vais me poser, c'est qu'est-ce que je teste? Qui je teste? Et pour ça, évidemment, ça dépendra un petit peu des critères que je vais déterminer. Alors, si on réfléchit en matière de banque systémique, il faudra réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'une banque est systémique. On verra que généralement, ce seront des critères, par exemple aux États-Unis, qui seront pris sur le nombre d'actifs dont disposent les établissements de crédit. Alors, la deuxième question qu'on se pose si on établit un test de résistance, c'est la question de qu'est-ce que je veux tester sur les établissements que j'ai choisis. Et donc, pour savoir qu'est-ce que je veux tester, si la condition c'est de se dire finalement je veux tester la résistance au risque, il faut que je me pose la question quels sont les risques qui sont susceptibles de se poser dans le système que je veux tester. Par exemple, si on a des banques qui donnent du crédit, une des choses qu'on voudra pouvoir tester, c'est le risque de crédit, c'est-à-dire le risque que la personne qui a pris le crédit ne soit plus capable de le rembourser. Alors, une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on va tester et quels sont les potentiels risques dans l'établissement ou dans le système qu'on veut tester, la question se pose est celle des scénarios. Donc finalement, quelles sont concrètement les circonstances qui peuvent se passer et qui vont conduire à une réalisation du risque. Et là, on va réfléchir à qu'est-ce qui pourrait... Généralement, on établit plus d'un scénario. On a un scénario qui est un scénario dans lequel on estime raisonnablement que c'est très probable que ça se passe. Et donc, c'est ce qu'on appelle le scénario de base. Et la deuxième chose, c'est de se poser la question, peut-être que, comme on l'a vu dans la crise de 2007-2008, les circonstances économiques, l'environnement économique ne va pas se développer de manière si favorable que ça. Et donc, on voudrait quand même bien que la banque puisse tout de même résister à des circonstances économiques plus défavorables que celles qui sont prévues par soit la Banque centrale, soit des entreprises privées de prévision économique. Alors, comme je parlais d'entreprises privées, on se rend compte que dans l'établissement des scénarios, par exemple, la Fed va utiliser les prévisions qui sont mises en place par des entreprises privées. Alors, une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on teste, qui on teste, qu'est-ce qu'on teste et quels sont les scénarios particuliers qu'on va tester,
Une autre question est de savoir comment est-ce qu'on va implémenter le scénario sur les banques. Comment est-ce qu'on fait pour finalement appliquer le test de manière de facto. Et ça, c'est la question du modèle mathématique qui va être utilisé. Alors, à la fin, la dernière question, une fois qu'on a établi les tests, c'est de savoir finalement, est-ce que la banque a passé ou est-ce que la banque a raté son test? Et donc, quel est le critère qui va pouvoir déterminer, décidément, j'ai pas de chance, si une banque a réussi ou raté son test? Et là, c'est là où j'en reviens à ce que je parlais il y a 10 minutes de cela. En général, ce qui est pris comme critère de réussite ou de raté, c'est la possibilité pour l'établissement bancaire, dans des conditions difficiles et adverses, de toujours répondre aux exigences des standards de capitaux mis en place par le comité de Bâle. Alors, ces tests vont être, suite à leur réalisation, publiés, ce qui consiste en fait, ce qui va en fait constituer une différenciation à la manière dont fonctionne le processus de supervision de manière habituelle, puisque généralement la supervision est quelque chose qui s'opère dans la confidentialité. Et suite à la publication, il va y avoir des sanctions pour les gens, les banques, qui ont raté le test de résistance. Alors, de quelles sanctions parle-t-on? Deux types de sanctions. On a d'abord des sanctions plus de type régulatoire, donc qui sont prévues dans le processus de régulation et qui consistent généralement à obliger la banque qui a raté le test à augmenter ses moyens, à augmenter ses capitaux. Et l'autre type de sanction, c'est la sanction économique. C'est-à-dire que vous et moi, si on entend qu'une banque a raté son test de résistance, on pourrait avoir comme réflexe de nous précipiter vers notre banque pour retirer nos dépôts de la banque, de même que des investisseurs qui investissent dans des banques peuvent décider de ne plus investir dans une banque qui ne paraît pas très saine financièrement suite aux résultats des tests de résistance. Et alors, l'exemple clé, l'exemple type, c'est cette chute du prix des actions de la banque Monte dei Paschi suite à la publication en novembre des résultats des tests de résistance mis au point par la Banque centrale européenne. On a observé en une journée que ces actions ont baissé de 20%. Alors, si on estime que la banque effectivement a un processus normatif au vu des effets et au niveau des sanctions qu'on peut avoir si on ne réussit pas le test de résistance, la question est, il s'agit sans doute d'une nouvelle exigence réglementaire et d'une nouvelle règle d'exigence de capitaux auquel on peut juste adhérer en comprenant comment la règle fonctionne. Alors, je ne suis pas la seule à penser ça, parce que là, je suis revenue sur un article que j'ai trouvé ce week-end sur le site d'information Bloomberg, où ce coloniste assez connu des services Bloomberg émet l'hypothèse, suite à la publication la semaine dernière des résultats des tests faits par la FED, donc l'autorité de supervision fédérale aux États-Unis, que en fait, les banques deviennent juste meilleures à réussir des tests. Alors, quid si malgré les exigences en matière de fonds propres, si malgré les tests de résistance, la banque est en difficulté? Alors là, je l'ai dit, les règles relatives aux faillites sont des règles qui sont nationales.
Et ça peut créer des problèmes parce que qui dit différenciation de règles nationales dit potentialité de contradiction dans ces règles. Alors on peut avoir des régimes de faillite qui vont être par exemple plus favorables aux débiteurs ou plus favorables aux créanciers. Par ailleurs, au niveau des procédures, tous les régimes ne connaissent pas, comme chez nous, un régime de continuité, c'est-à-dire un régime dans lequel on va avoir des actions permettant aux établissements en difficulté de recevoir une bulle d'air sans directement acter une faillite et une liquidation. Alors, comme je le disais, si on regarde les litiges qui ont suivi la faillite de Lehman Brothers, on se rend compte que ça a eu des implications extrêmement globales et que parfois, en fait, pas parfois, ça s'est passé, la faillite de Lehman Brothers a conduit à la faillite de ses filiales asiatiques. Alors pourquoi? Parce que dans un groupe sociétal, si la société mère tombe en faillite et que la société fille a besoin des liquidités de la société mère, le fait que la société mère n'existe plus va conduire la société fille à avoir des problèmes de liquidité, ce qui va l'amener à une situation d'insolvabilité. Alors, on prend en fait assez bien conscience, suite à la crise, que cela pose problème. Et on se rend bien compte qu'au niveau des GSIP, des banques qui sont importantes systémiquement pour le point de vue au point de vue global dans le secteur financier, ça peut créer des difficultés et on veut donc trouver des solutions permettant à ces banques systémiques de continuer à être actives en isolant les activités qui fonctionnent, tout en permettant une liquidation des activités commerciales qui ne sont pas nécessaires à son fonctionnement habituel. Et là, il va y avoir une impulsion au niveau du G20, donc des groupes des ministres des Finances les plus importants, et d'un point de vue économique, qui va donner une impulsion au Financial Stability Board. Donc c'est la nouvelle version du Financial Stability Forum, donc ce forum informel qui regroupe tous les organismes qui font les standards pour le secteur financier. Ce forum va émettre un document où il va en fait mettre en avant un certain nombre de principes permettant une résolution effective des établissements financiers. Alors, on observe que ces traits ont été implémentés en droit européen dans une directive assez récente, une directive de 2014 qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2015. Et donc, ça a aussi une certaine effectivité. Alors, si on regarde le contenu, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de principes qui sont mis en avant. Donc, on parle de la nécessité d'avoir une autorité de résolution, de la nécessité d'avoir une coopération entre ces autorités. On parle pour les établissements systémiques globaux de la nécessité d'avoir des accords préalables entre ces différentes autorités pour être sûr que la coopération fonctionne bien. Et puis on voit parmi tous les instruments, un instrument qui me semble que je trouve particulièrement intéressant, qui est celui des plans de résolution qui sont à mettre en place par les établissements financiers. Alors, le but de ces plans de résolution, c'est de demander à l'établissement financier de finalement se préparer au fait qu'elle pourrait avoir des difficultés. Dans la littérature, on parle de living wills, on parle de presque testament. Donc, comment est-ce que cet établissement pense qu'elle va pouvoir, dans une certaine mesure, continuer à survivre aux difficultés? Et donc, comme je le disais, une des mesures qui est prise en main, mais qu'est-ce qui est vraiment nécessaire à la continuité de l'établissement et qu'est-ce qui ne l'est pas et qui peut donc dès lors être liquidé?
Alors, le but, c'est qu'au sein de ces plans de résolution, c'est aussi de permettre dans ces plans d'éviter que pour la survie de l'établissement, on ait besoin d'une intervention des autorités publiques, de mettre en place les filets de sécurité dont je parlais au début du cours. On est donc dans une approche plus ascendante que descendante, bien qu'on voit que ça part d'un standard et puis que finalement on demande à la banque de devoir adopter le plan elle-même, qui va permettre au superviseur d'avoir des informations importantes sur la manière dont fonctionne le business de la banque. Et puis on peut se poser aussi la question de savoir finalement quelle est la valeur de ces plans de résolution. Est-ce que des investisseurs vont pouvoir se baser sur ces plans de résolution? Alors aux États-Unis, il y a une partie qui est rendue publique, mais pas tout. En Europe, on ne sait toujours pas parce qu'on n'y est pas encore complètement, enfin on va y arriver. Et donc, on peut se poser la question finalement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une valeur juste informationnelle ou est-ce que dans une certaine mesure, on ne va pas avoir, à travers ces plans de résolution, un nouvel instrument de régulation et une sorte de régulation privée de la manière dont on fait la résolution. Alors, c'est encore un peu trop pour le dire, vu que, je vous l'ai dit, ce sont des régimes vraiment très récents. Mais c'est un bel instrument qui s'ajoute aux autres instruments que j'ai pu voir dans les 50 minutes qui sont maintenant écoulées, qui ne sont pas des instruments auxquels on pourrait penser quand on réfléchit au droit dans une perspective nationale, mais qui tout de même ont des effets et permettent de réguler la banque aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.